Toi aussi, quand tu es sur le bon coin, tu as du mal à te décider, t'hésites entre cette voiture-là ou cette voiture-là. Alors celle-là, elle est un peu plus chère, mais elle est plus jolie. Celle-là, elle est moins chère, mais elle a quelques défauts. Bon, et ben je vais te parler de Car Vertical. Peut-être que Car Vertical va t'aider dans ton choix. Car Vertical, c'est très simple. C'est un site internet où tu mets la plaque d'immatriculation ou le VIN du véhicule et ça va t'éditer un rapport. Ça va scanner ton véhicule dans le monde entier et ça va te permettre tout simplement de vérifier l'accidentologie, le kilométrage trafiqué et bien d'autres choses. Alors si tu hésites entre deux voitures, bah n'hésite pas à faire un petit Car Vertical, ça va te décider. Je te montre tout de suite un petit rapport d'une Mercedes-Benz à titre d'exemple. Donc là on se retrouve sur un rapport d'une Mercedes-Benz 180. Immédiatement on voit que le compteur, il n'y a pas de problème. Les papiers, il n'y a pas de problème. Par contre les dommages, ils sont en jaune parce qu'il y a un problème. Alors on descend un petit peu. On a un petit dossier photo bien sympathique. On navigue un petit peu. Et là on va pouvoir voir qu'elle a eu un choc arrière gauche assez important. Donc si vous hésitiez entre deux voitures, là maintenant vous ne devriez plus hésiter. Alors Car Vertical c'est vraiment pratique, hein. Vous avez tout un dossier photo. On navigue, on voit que l'avant il y a eu aussi un petit pet. L'intérieur globalement est correct, mais on voit que la structure du véhicule a bougé, notamment dans la partie intérieure du compartiment moteur. Donc ça c'est hyper important. Si on descend, on va avoir d'autres informations. On voit que le véhicule a été accidenté en Belgique. On voit les endroits qui ont été impactés, hein, donc la face avant, le côté gauche et l'arrière. Et on voit que le coût de réparation est estimé entre 20 et 30 000 euros. Donc là on ne parle plus de simple égratignure, on parle bien de dommages structurels du véhicule. Et là, si j'ai un conseil à vous donner, passez votre chemin. Parce qu'entre un véhicule qui a été accidenté et un véhicule qui n'a pas été accidenté, pour moi, le choix doit être très rapide. Donc les amis, bien évidemment, je rappelle, vous avez moins 20% avec le code GLB qui s'affiche à l'écran. Je vous mets tous les liens en description de la vidéo. Et bien évidemment, on continue tout de suite la petite vidéo. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Pas grande mécanique, mais quand même des petites choses importantes. Sur la petite 500 Abarth. Non, c'est pas des croquettes. Si vous vous souvenez, dans le précédent épisode, on avait amené la Abarth chez Johan et on s'était un petit peu amusé, après la pause du kit d'admission, à essayer de mettre un stage 1 éthanol en se disant, bah tiens, combien ça va sortir avec un stage 1. Et manque de bol, et bien tout simplement, on était bridé, la voiture se mettait en sécurité puisque nos injecteurs étaient trop petits. Qu'est-ce qui se passait? On n'envoyait pas assez de carburant. Donc on avait au moment de la charge du turbo un pic de pauvreté, pouf, immédiatement ça mettait en sécurité la gestion électronique de la voiture. Donc sur ces premiers tests, on avait atteint, si je ne dis pas de bêtises, 176 chevaux au pic. C'est-à-dire qu'en fait le turbo se mettait à charger et au moment où il chargeait au pic, donc en l'occurrence c'est 1 bar 3 si je ne dis pas de bêtises, et ben là on était pauvre, donc pof, ça coupait. Et après pouf, on n'avait plus rien puisque ça coupait la suralimentation pour mettre en sécurité la voiture. Donc on sait qu'on va sortir déjà au moins 176 chevaux. Maintenant, est-ce que le pic c'était le summum de ce que va prendre le turbo, ou est-ce qu'il en reste encore un petit peu à aller chercher en haut? Et bien ça les amis, on va le voir en fin de vidéo. Parce que première partie de la vidéo, on va tout simplement préparer cette voiture là à recevoir un stage 1 éthanol. Le problème c'est que cette voiture là, la même voiture, elle est bridée au niveau de l'ECU en différentes versions. Et notamment sur la version la moins chère, donc celle-ci, la 135, eh ben on a des injecteurs plus petits et un turbo plus petit, ce qui nous permet moins d'évolution que sur la version 145 ou 160. Bah c'est pas grave, aujourd'hui on va tout simplement mettre des injecteurs un petit peu plus gros. On a nos petits injecteurs ici, qui sont des Bosch, qui vont venir en lieu et place de ceux qu'on a actuellement. Et ces petits injecteurs là sont tout simplement des injecteurs 30% plus gros que ceux d'origine. Alors pourquoi j'ai mis que 30% plus gros? C'est une question d'argent et de projet. Sur la Mégane, on avait mis des trucs énormes, des 1000 cm3, parce qu'on savait qu'on allait faire un projet énorme et qu'on avait vraiment besoin à la fin du projet d'avoir un débit d'essence colossal. Là c'est pas du tout le cas, l'idée c'est juste de la faire tourner correctement à l'éthanol sans jamais être trop aux limites, parce que l'éthanol vous le savez c'est de l'E85. Le problème c'est que des fois vous pouvez avoir de l'E85 et des fois de l'E60. Donc des fois elle va très bien fonctionner avec les injecteurs d'origine et des fois elle va être pauvre, et donc si on est pauvre on va abîmer la mécanique. Pour fiabiliser ça, eh ben, il faut juste rajouter un petit peu de débit grâce à des injecteurs. Inutile de mettre des injecteurs 200 fois plus gros, parce qu'en fait on fera jamais de préparation 500 chevaux là-dessus, c'est pas le souhait. L'idée c'est juste d'aller chercher ce qui nous manque. Et bien l'éthanol, on va être entre 20 et 25% de plus de débit des injecteurs. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement pris des injecteurs 30% plus gros. Voilà, comme ça, ça nous laisse une petite marge, ils tourneront jamais à fond.
Et accessoirement, ça m'a coûté 169 € livré les 4. Donc on est sur un prix quand même relativement modeste. Donc un injecteur, pour ceux qui ne comprennent pas comment ça fonctionne, eh ben on a tout simplement une buse ici qui va venir vaporiser du carburant dans l'admission, puisque là on est sur des injections indirectes, donc on n'injecte pas dans le cylindre mais dans l'admission. On a un petit joint d'étanchéité ici qui va faire l'étanchéité de l'admission. Ici on a un petit joint d'étanchéité qui va faire l'étanchéité cette fois-ci sur la rampe de carburant. Donc ici on va avoir une rampe qui va venir distribuer du carburant à 3 bar 5. Et notre injecteur va être piloté électriquement pour venir ouvrir ou fermer, ni plus ni moins qu'un robinet à la maison. Mais là, on va le piloter électroniquement via le CE. Donc voilà à quoi ressemble un injecteur, c'est quelque chose de très basique. Et on va venir remplacer tout ça. Au niveau de la pompe, alors malheureusement, on travaille à moitié dedans, puisque j'ai la S6 qui est actuellement en réfection des jantes chez Jantes Ouest. Et que dehors, c'est l'apocalypse. Donc j'ai besoin d'avoir un capot à l'abri. Nos injecteurs, ils vont se trouver ici. Donc là on a la rampe de carburant, arrivée d'essence ici, rampe de carburant qui se trouve sous le cache ici. Donc on va juste démonter les différentes pattes qui nous empêchent d'accéder au cache. On retire le cache et on vient changer nos injecteurs. Voilà, quelque chose de relativement simple. Pour l'instant on va juste retirer la petite protection thermique qui se trouve dessus, qui aujourd'hui nous empêche d'avoir l'accès visuel des injecteurs. Là, on va pouvoir retirer la petite protection ici. Voilà. Et donc là, on a accès à nos injecteurs, les 4. 1, 2, 3 et 4. Donc là, il va falloir qu'on désolidarise notre rampe. Donc là, on a l'arrivée et le retour de la rampe. Donc on va déjà déconnecter les 2 raccords d'essence. Ensuite, on retire les 2 vis ici qui tiennent l'ensemble de la rampe, on retire le faisceau électrique et on sort l'intégralité de la rampe. Voilà. Celle-ci est moins accessible. Voilà. Voilà. Maintenant, alors 2 choix, soit ça va très facilement, soit c'est chiant parce qu'il y a un effet ventouse qui se fait au niveau des joints. Bon là, ça y va vraiment ultra facilement. Des fois, ça peut être un petit peu chiant de les déconnecter. Là, on a une petite Duric de dépression pour notre régulateur de pression. D'ailleurs, Duric qui est bien fatigué. Qui va falloir que je pense à changer. Je vois qu'elle est un petit peu craquelée là. Et en fait cette durite là hyper importante, je vais la tester hors vidéo pour être sûr qu'elle soit étanche. C'est une durite de dépression. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle crée une aspiration qui vient plaquer la membrane. Et ça c'est hyper important parce que ça c'est notre régulateur de pression. C'est cette pièce là qui va maintenir la bonne pression dans la rampe. Donc en fait l'essence arrive de là, elle se met sous pression ici. Et en fait, quand il y a trop de pression, on vient libérer pour renvoyer vers le réservoir. Donc c'est une pièce hyper importante dans le fonctionnement de l'injection. Là, on va regarder un petit peu au niveau des injecteurs, l'état. On voit que les bus sont très très propres. Celle-là est un peu sale. Et celle-là, à l'inverse, est très très propre. Donc on peut voir qu'on a un injecteur qui est un petit peu plus sale que le reste. Bon, c'est quand même pas grand-chose. Globalement, c'est pas mal du tout. Là ici on va venir retirer les agrafes qui maintiennent nos injecteurs. Voilà. Et voilà. Donc on contrôle bien que nos injecteurs soient exactement les mêmes. Là on peut voir que c'est exactement les mêmes. Si je reprends les références, bon j'espère que pour le coup ça va pas être les mêmes. Ici on a la 0280 158 167 et ici nous avons la 0280 158 124. Donc c'est pas les mêmes,
Ceux-là c'est les petits, ceux-là c'est les gros. Et maintenant on refait exactement la même chose à l'inverse. On remet dedans, donc là on a un petit détrompeur ici qu'on doit mettre en face ici. Voilà. On remet la petite agrafe. Agrafe qui permet simplement d'éviter que ça puisse sauter. Voilà. Et je fais ça pour les 4. Alors là, bien évidemment, quand vous faites cette modification-là, ça nécessitera automatiquement une reprogrammation. Pourquoi? Parce qu'étant donné que vos injecteurs débitent 30% de plus, ben votre calculateur moteur, lui, va toujours injecter ce qu'il demande d'injecter avec la valeur des anciens injecteurs. Et là, contrairement au diesel où on vient rentrer un code, là, on va venir rentrer un coefficient d'injection. Ce coefficient d'injection se modifie uniquement dans la carto. Donc là, il n'y aura qu'un mapper qui pourra venir vous faire... on va dire l'adaptation, la modification du débit des injecteurs pour que vos injecteurs puissent fonctionner correctement. Parce que là, naturellement, c'est mécanique, on va venir enrichir de 30% notre cartographie moteur sur toute la plage. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la voiture va demander quelque chose, bah nous, on va injecter 30% de plus parce que nos injecteurs sont 30% plus gros. C'est comme si que vous prenez un robinet pour faire la vaisselle et que vous avez le truc pour réduire le débit au bout. Vous savez qu'il mousse. Quand vous le retirez, bah vous allez avoir beaucoup plus d'eau. Ça va aller plus vite à remplir un arrosoir, une bassine ou ce que vous voulez. Bah c'est exactement le même principe. Donc là, si vous mettez ça comme ça, là par exemple, la voiture va tourner très riche. Donc il va falloir que je la fasse tourner une bonne dizaine de minutes au ralenti avant de me rendre chez Johan. Et bien évidemment, il va falloir que je roule cool parce qu'elle risque d'être beaucoup trop riche. Ça se trouve, l'injection n'arrivera pas dans la plage donnée à corriger, et donc tant qu'on n'aura pas modifié la cartographie, bah elle aura tendance à s'étouffer, à se noyer entre guillemets. De ce côté là c'est tout bon. On va passer un petit coup de nettoyage dans les puits pour éviter d'aller remettre de la merde dedans le cas échéant. Là je prends de la graisse siliconée, donc qui est neutre, qui n'abîmera pas mes joints, et je vais tout simplement en mettre une légère couche sur mes joints ici. Pourquoi? Parce que généralement quand on les monte dans le collecteur, ça a tendance, vu que les joints sont neufs, à être dur. Et j'ai eu plusieurs fois le cas où en fait on force, le joint roule, deux possibilités, soit il se pince, il se coupe, soit tout simplement il se met de travers et on a une prise d'air sur l'admission. Donc du coup, maintenant je mets toujours une petite pointe de graisse siliconée. Attention à ne pas mettre n'importe quelle graisse parce qu'il y a des graisses qui ne sont pas forcément neutres ou végétales et qui peuvent détériorer votre joint à moyen long terme, qui vont les faire gonfler. Donc là, hop. Hop. Et là vous voyez, ça rentre tout seul avec la petite graisse. Donc ça c'est une opération qui est très simple à faire quand on a l'accès. Voilà, des fois c'est juste pour accéder à la rampe, vous avez plein de démontage à faire. Là en l'occurrence, vous voyez, c'est très simple. Donc là on rebranche nos injecteurs, donc partie faisceau électrique. On rebranche l'arrivée de carburant. Et bien écoutez, verdict, avant de remonter le reste, on va tout simplement démarrer la voiture pour vérifier s'il y a des fuites ou pas. Alors là déjà elle va démarrer, elle va caler certainement le temps que le circuit se réamorce, parce que là du coup on a de l'air plein à la rampe. Et après elle va de toute manière tourner par rond, puisque on envoie 30% de trop de carburant. Donc le temps que la cartographie vienne corriger de ce qu'elle peut, et de toute façon elle pourra certainement pas tout corriger. Donc c'est parti, on va déjà vérifier qu'on n'a pas de fuite. Là je vous avoue que je suis un peu surpris. On appelle ça de la chance. Et franchement ça tourne rond. Ça, je suis surpris aussi, on appelle ça de la chance. Ça marchera rarement comme ça, faut être honnête. Bon, de mon côté j'ai pas de fuite.
Donc là on est bon. J'essaie de regarder si j'ai pas de fuite au niveau du régulateur. Ça n'a pas l'air. Donc là on peut remonter. Voilà. Alors ça, j'ai envie de vous dire qu'on n'est pas forcément obligé de le remettre. Mais c'est quand même mieux parce que c'est un moteur qui a tendance à chauffer beaucoup. Et le problème c'est que plus ta rampe d'injection va chauffer, et entre guillemets, je dis bien entre guillemets, moins ton essence va être stable. Pourquoi? Bah c'est très simple. En fait ton essence, plus elle est chaude, plus elle va avoir tendance à vouloir s'évaporer. Donc plus ta rampe est chaude, plus quand tu vas vaporiser l'essence, tu vas avoir un effet vaporisation. Alors c'est pas un problème pour la combustion, mais par contre tu vas avoir un moins bon rendement moteur. C'est-à-dire qu'au moment où ton injecteur va vaporiser, il va pas vaporiser de la même manière, efficacité, appelle ça comme tu veux, que si ton injection est, enfin ton carburant est plus froid. Salut Léo. Salut Ivan. Bon, tu vas bien? Bah écoute. Impeccable. On a sanglé la voiture et là on va s'attaquer du coup à faire un petit test. Un petit test. Donc là pour l'instant on repasse la voiture au banc avec les nouveaux injecteurs. On a branché parce que bah du coup j'ai eu un problème de pompe à essence. Donc là on a branché un mano de pression que vous pouvez retrouver sur mytalgarage.fr qui va nous permettre de mesurer la pression d'arrivée d'essence. Comme ça on va pouvoir voir si la pompe à essence elle a une faiblesse ou pas. Et j'ai dit à Yo-Yo, j'ai une petite impression que la voiture elle a plus de peps. Mais des fois il y a aussi le côté placebo. Donc du coup bah, avant de faire la carto, on va tout simplement faire un premier tir au banc pour voir déjà si la pompe fonctionne correctement et si c'est placebo ou pas. On va essayer. Donc voilà, on fait une petite mesure juste avec le changement des injecteurs, voir ce que ça donne. Donc c'est parti, let's go. De la pompe à carburant, en fait c'est variable en fonction de la pression de Soral. Donc on est monté à 4 bar 5 et on n'est jamais descendu sous les 3 bars. Donc pour l'instant c'est plutôt pas mal. Et ça se ressent. Et elle est en pleine forme. On avait 156, 156 ouais. 160 presque 3. Et 20 newtons. Après, ouais, donc ça veut dire qu'en fait ils étaient certainement déjà à saturation, ou pas très loin. Ou alors en fait il y a de la gaberie, on va regarder, on va comparer les... Là on a quand même gagné pas mal. Hein. 162,7 c'est pas rien. Hein. 156, enfin, on a presque 3 quoi. On a gagné 4, 5, 6, on a gagné 7 chevaux. 5%. Eh mais franchement elle a la santé quand même. Hein. Parce qu'elle est d'origine 162 chevaux pour les 135. Parce que là on est d'accord, elle a que de l'éthanol et un filtre. Hein. Mais ouais, la boîte air, de l'éthanol, bon bah des gros injecteurs, ça peut que l'aider. Et je te dis, le démarrage à froid, avant elle démarrait du deuxième coup, là maintenant pouf, quart de temps. Elle a santé la petite mémère là mon gars. Bah ouais. Et tu vois, moi j'avais l'impression de le sentir à 4000 tours. Oups là, j'avais pété la gueule. Et en fait, même dès 3000 tours, hein, tu l'as. Hein. Et tu vois, les oscillations, on les suit, mais elles sont beaucoup plus linéaires. Hein. Regarde là. C'est que le plage de travail est nettement meilleur. Ça se trouve, ici, on arrivait sur le taquet, puis tu sais, ils étaient obligés de rester plus longtemps ouverts pour envoyer la bonne quantité. Et en fait, on était peut-être sur le fil rouge. Hein. C'est pour ça que quand on a passé le cartostage, bloom direct. Hein. Injection terminée. 1 minute 17. C'est mieux. Là du coup on remet l'autre valise, on règle les trims. On la fait rouler tranquillement. Et après feu. Et après godasse comme on dit. Là en fait on vient corriger les corrections de carburant parce que vu qu'on a reflashé le CU ça revient à 0. En même temps je vais filmer le mano.
Bon, on avait un petit souci d'électronique, il y avait un boost cut quelque part qui fait que dès qu'elle prenait son pic, bah, elle se mettait en sécurité. Là, Malik il a refait une modification sur la carto et on a fait un tir et on n'a pas eu de boost cut. Et là, on a été chercher 178 chevaux. Donc déjà c'est pas mal, on était à 162, 3 tout à l'heure, 163, 162,7. Donc ouais mais là il va falloir gratter les deux parce que j'ai parié 180 chevaux hier. Ah mais non mais attends, comme on est des bricolos, on va tricher sur le pont. On va mettre des glaçons dans la température la nuit. Et c'est hyper intéressant, c'est que là on n'a rien fait sur la voiture, on est à 180 chevaux. Quand je vous dis qu'on n'a rien fait, on n'a rien fait, on a juste mis un filtre à air quoi. C'est impressionnant comme caisse, hein. Franchement, à ceux qui veulent s'amuser un petit peu, c'est vrai que... Ouais, la différence quand tu es arrivé tout à l'heure, donc la même config sans le stage 1 et maintenant le stage 1. Ouais. Et en vrai, il n'y en a rien sur la voiture. Elle est bien plus doubleuse, les différences de puissance sont là, et surtout on la maintient par deux. Tu sais, ça me fait vraiment penser à la Mégane 3 RS cette caisse. Tu fais 2-3 modifs et t'as vite fait d'avoir une Mégane 3 RS à 400 chevaux. Ouais, mais avec un moteur turbo, c'est... Un turbo ça part. Allez, à moins de 500 balles de pièces quoi. Et on n'a pas tout dit parce que le bon on est resté sur le même tir. Et tu sais j'aime bien avoir les 10 secondes d'accélération de charge. Parce que là du coup t'as réduit le temps. Donc là on va remettre exactement les mêmes paramètres, on va voir comment ça sort. On est en train d'analyser les datas. Alors la deuxième tir, on va voir comment ça sort. Oh non, oh non, oh non, oh non, la dernière fois que t'as fait ça c'était pour la Mégane hein. 499 chevaux. On va passer la barre de 519. On va revenir demain matin, première heure, 6 degrés dehors. Gagner un peu. Bon ouais, franchement c'est pas mal. 179. Encore une fois, avec rien. Faut remettre quand même dans le contexte, c'est que la voiture on a rien fait, elle est d'origine quoi. On a juste mis de l'éthanol dedans et un filtre quoi, c'est... J'en reviens pas. Et en fait tu vas payer 20 000 balles une version 160 chevaux, tu vas payer 30 000 balles une version 180. Achète directement la moins chère, fais comme moi. Allez, on fait un dernier tir. En fait, ce qui est logique, c'est que Johan, ce qu'il vous explique, c'est que le banc il est freiné. Plus tu vas avoir de puissance, plus pour avoir une durée de tir de la même taille, il faut freiner le banc. Donc là, en fait, avec 150 chevaux, je sais pas, je te dis que on a peut-être 1000 en valeur de frein. Et là, on va être obligé de monter à 1200, 1003 pour avoir toujours nos 10 secondes de tir. Mais cette fois-ci, plus avec 163 chevaux, mais avec 180. Donc du coup en fait pour avoir le même tir, c'est ça. Il faut augmenter le... Pour que les tirs on puisse les comparer, il faut le même temps d'accélération. Sinon tu auras un décalage sur tes... Ouais après c'est pas... Moi j'ai toujours été comme ça, par principe d'avoir toujours les mêmes valeurs, enfin mes temps de tir aux environs de 12 secondes. En même temps ce qui est logique c'est que si tu tires, si tu admettons tu prends la même config, tu mets 500 chevaux, tu vas tirer sur 5 secondes. C'est ça. Donc du coup tu auras une config qui va être comme ça quand l'autre va être comme ça. C'est ça. Et donc le turbo a pas forcément le temps de charger et si tu mets beaucoup trop de frein, tu vas dire oh le turbo l'a chargé, j'ai du couple, mais en haut tu arrives à... mine de rien, avoir de la température d'air qui augmente, parce que l'échangeur n'arrive pas à refroidir, et du coup tu perds de la puissance en haut. Donc il faut toujours avoir le bon compromis. Mais là du coup on a fait 178, 179, 180, bon je crois qu'on peut plier le débat à 180 chevaux. Enfin, à la base c'est une 135 celle-ci. Ouais.
c'est la moins chère. Parce que la Mégane, bon, tu mets quand même des pièces, tu es obligé de mettre un échangeur. Là, on a encore les échangeurs d'origine. T'as une 135 chevaux, tu mets 4 injecteurs, de l'éthanol, un stage 1. Bah ouais, j'ai fait le tour. L'admission d'air. Ouais, t'as une admission d'air et encore, c'est pas un truc de ouf quoi, ça déplace juste le filtre. Ouais. Parce qu'il est chaud là quoi. Tu sais, c'est pas un truc avec un effet Venturi machin, avec une prise d'air forcée. Enfin, tu mets juste le filtre dans la bête pare-brise quoi. Après, le turbo, lui, va aspirer, il a pas besoin d'effet. Puis j'ai le turbo le plus petit, donc sur une 145 qui a le turbo carré, tu sors combien sans déconner? T'es au moins 200 chevaux. 190, hein, facile. Hein. Bon, bah, je vais la suite. Ouais, je suis content. Hein bah là, de toute façon, après, ça va s'arrêter. Là, on met le turbo hybride. C'est la bielle qui est tombée en dessous. Turbo hybride, l'échangeur pour mieux refroidir, le radiateur d'eau pour mieux refroidir. En fait, là, c'est plus de la fiabilité en fait qu'on va venir. Turbo hybride va venir gagner un petit peu. Je pense qu'on va atteindre les 190 sur 200. Après, le plateau, il est quand même pas mal. Ouais, il y a un beau Après, plateau. il faut voir le turbo, peut-être qu'ils vont en amener un petit peu partout, mais il n'y aura pas. Des fois, on peut se dire un turbo hybride, admettons à l'ampère, passer 5000, ça tombe. Ouais, le turbo, il permet de tenir. Là, le plateau, il est déjà beau. Hein. Ouais, ouais. Bon, bah écoute, Yo-Yo, un grand merci à toi. Mais écoute, au plaisir. Merci à Malik qui a réussi à nous trouver également le petit bug qu'elle avait. Mais en tout cas, non, franchement, top. Content du résultat. Je voulais penser à 180, mais j'y croyais pas trop. pouvais pas le dire, Finalement, 180. Franchement, top. Donc, les amis, comme d'habitude, hein, MCR Performance Normandie, partenaire de la chaîne YouTube. Les coordonnées sont juste derrière. Je te laisse la parole, Yo-Yo, si tu veux te faire un petit coup de pub. Et bah, bienvenue aux nouveaux et ceux qui me connaissent, un rebonjour et puis à très bientôt. Et puis, si vous avez des abards, vous pouvez lui amener. Ça, on les connaît. Allez les amis, à très bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, tous les liens sont en description de la vidéo. Et bien évidemment, si tu veux poursuivre la dernière étape de cet abarth, bah n'hésite pas, tu t'abonnes. Et puis si t'aimes pas trop l'abarth, bah t'inquiète pas, il y a plein d'autres projets qui arrivent. Il y a la Mégane de 600 chevaux, il y a des camions, il y a voilà. Il y a du nouveau qui arrive, donc tu t'abonnes, tu mets la petite cloche, on se retrouve dès la semaine prochaine. Ciao.